Dans la dernière partie, nous avons pris le temps d'interroger les fausses bonnes solutions. Nous avons par exemple vu qu'organiser des médiations entre un élève harceleur et un élève harcelé pouvait être particulièrement violent pour ce dernier, car les mettant dos à dos, comme s'ils avaient tous deux une part de responsabilité. De la même manière, nous avons vu que conseiller un élève de se défendre pouvait contribuer à le faire culpabiliser davantage, voire à le mettre dans une situation bien plus délétère. Les politiques de tolérance zéro, parfois invoquées, sont tout simplement dévastatrices, non seulement pour les élèves concernés, mais aussi pour l'ensemble des mineurs et personnels éducatifs. Ces politiques ont surtout pour effet de dissuader les élèves témoins d'intervenir pour prévenir les adultes, craignant d'activer un appareil répressif qu'ils estiment, à juste titre, disproportionné et terrifiant. Faire ainsi peur aux élèves est le meilleur moyen de les silencier, de taire les violences entre pairs et de banaliser le recours à la punition pour normer les comportements, c'est-à-dire les mêmes leviers qui régissent de nombreux harcèlements. Enfin, nous avons évoqué d'autres propositions comme l'uniforme scolaire, présenté comme permettant de gommer les différences entre élèves et donc d'abaisser les tensions. Comme nous l'avons vu avec différentes enquêtes et études, rien ne montre son efficacité dans ce domaine. Il semble au contraire que l'uniforme scolaire apporte davantage d'inconvénients, contre peu, voire pas du tout de bénéfices. Maintenant que nous avons abordé ces fausses bonnes solutions, qu'en est-il des pistes plus pertinentes? C'est ce que je vous propose d'explorer dans cette toute dernière partie. Il est facile de mettre en avant ce qui ne fonctionne pas, et cela n'aurait guère d'intérêt si je n'évoquais pas des pistes plus pertinentes. Je vais donc essayer d'en résumer quelques-unes, ce qui n'a pas valeur, vous l'aurez deviné, à être exhaustif. Mais avant cela, il est important de préciser qu'aucune de ces propositions n'est efficace à elle seule. Ce qui sera particulièrement efficace, c'est de les prendre dans leur ensemble, de les mettre bout à bout, de les adapter, de les développer davantage, avec des retours d'expérience, et ce, avec une sincère volonté qui ne tient pas de la simple vitrine. Que faire vis-à-vis de l'enfant harcelé? Si vous apprenez qu'un enfant est potentiellement victime de harcèlement, il est indispensable de prendre en compte que vous êtes face à une personne qui peut avoir un fort sentiment d'impuissance et de culpabilité. Cela implique de lui apporter immédiatement un soutien émotionnel, notamment en lui faisant comprendre qu'il n'y est pour rien. Être à l'écoute de ses propos, de ses besoins, de ses sentiments, et de lui permettre de s'empuissanter. Concrètement, il s'agit d'être attentif à ce qu'il dit, de ne rien faire sans son accord, ne rien faire sans l'informer. Et si vous voyez que le mineur ne parle pas, inutile d'être pressant. Vous pouvez lui signifier que vous voyez bien que c'est dur, que c'est difficile, que s'il veut vous parler, vous ne ferez rien qui le mettra mal à l'aise. Vous ne ferez rien sans son accord. Vous pouvez aussi lui conseiller d'aller parler à d'autres personnes que vous, s'il le souhaite. Cela peut vraiment participer à libérer la parole. Lors de vos échanges avec lui, il est possible qu'il ait tendance à minimiser des violences qu'il a subies. Là-dessus, vous pouvez tout simplement lui poser des questions simples et très claires. Par exemple, est-ce que c'est la première fois que cela t'arrive? Certains conseils par contre sont vraiment à proscrire, tels que « tu pourrais quand même essayer de te défendre tout seul » ou encore « tu devrais juste les ignorer, passer à autre chose, ce n'est pas si grave au fond ». Car cela peut renforcer d'autant plus sa culpabilité, réduire son estime de soi. Dans un cadre thérapeutique, un professionnel va travailler avec le mineur pour essayer de lui redonner confiance. Mais cela implique un travail qui n'est pas à la portée de tous. Il est donc important de ne pas s'improviser apprenti thérapeute. En tant qu'enseignant, parent, ami ou proche, vous pouvez déjà beaucoup en permettant à l'enfant de parler, en lui apportant du soutien, en essayant de répondre au mieux à ses besoins, et sans vous culpabiliser à votre tour d'ailleurs. Car il est vrai qu'on peut se sentir parfois démuni, avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter des professionnels qui pourront aider l'enfant et son entourage en proposant des outils adaptés. Et si vous voyez qu'il est trop difficile pour lui de vous en parler, peut-être n'êtes-vous pas la bonne interlocutrice ou le bon interlocuteur. En ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est de lui donner d'autres possibilités, en lui proposant d'aller en parler à d'autres adultes, à des professionnels, à des amis. L'idée ici, finalement, c'est de lui ouvrir des possibilités, selon ce principe central de le laisser choisir, de lui faire comprendre qu'il est maître à bord.
De nombreuses victimes de harcèlement peuvent avoir beaucoup de difficultés à se réinvestir à l'école, que ce soit socialement ou dans le travail qu'on leur demande. En revanche, il est aussi possible pour eux de pouvoir s'investir en toute sérénité dans d'autres sphères sociales plus rassurantes, via des activités créatives, sportives, des loisirs, ou encore des engagements dans des associations. Cela peut nourrir leurs besoins psychologiques précédemment sapés par le cadre scolaire, leur permettant de développer leurs compétences, de retrouver confiance, de réduire leur sentiment d'impuissance, et surtout, de tisser un réseau social, avec des amitiés fortes dans des environnements plus sécures. Les amitiés sont centrales pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, ce n'est pas toujours pris en compte par les équipes scolaires. Par exemple, quand l'élève change de classe l'année suivante, il peut être déplacé dans un autre groupe, certes loin de ses harceleurs, mais le coupant par la même occasion de ses amis et camarades, ce qui peut profondément l'affecter. Tout doit donc être fait pour maintenir ces relations positives. Pour résumer, ce que les personnes harcelées ont besoin, c'est d'une restauration émotionnelle de la part de leur entourage, que leur famille puisse être impliquée, qu'il y ait une véritable écoute de la part des adultes, de l'institution, avec une reconnaissance de ce qu'elles ont subi, qu'il y ait un soutien de la part des équipes pédagogiques qui prennent en compte leurs besoins de manière proportionnée, en tenant compte de ce qu'elles souhaitent et aussi, et peut-être surtout, de ce qu'elles ne souhaitent pas, et que l'ensemble de ces actions menées participent à leur redonner un sentiment de maîtrise, à leur redonner une place pleinement active. Vis-à-vis des harceleurs. Quand on suspecte un mineur de harcèlement, qu'on s'interroge quant à son rôle dans de possibles intimidations, il n'est pas nécessaire d'avoir recours immédiatement à des sanctions ou à des dispositifs plus lourds. Souvent, un simple entretien peut suffire à réfréner des comportements préjudiciables, sans avoir besoin de les accuser de quoi que ce soit. Par exemple, c'est la préoccupation partagée. Elle repose sur des règles simples. Écouter et prendre en charge les victimes et ne pas sanctionner les auteurs. Voilà les consignes. Vous allez jouer le rôle de l'intervenante, c'est-à-dire que vous allez recevoir les élèves. Et donc vous recevez... En quelques entretiens rapides, avec les élèves harceleurs, les profs les amènent à comprendre que leur cible est en souffrance. Dans le cadre de la cellule bien-être qu'on a mis en place au collège. Et moi, je voulais te voir parce qu'on est inquiet pour Anaïs. Elle n'est pas bien. Ah bon ? Donc, est-ce que toi, tu as remarqué certaines choses ? Rien. Tu as pu... Non, mais moi, j'ai rien fait de... Ah non, je suis pas du tout en train de te demander. Je te demande juste, toi, si tu as remarqué qu'elle n'était pas bien. Non. On va se revoir dans quelques jours, si tu veux. Personne ne doit être accusé, mais plutôt mis à contribution pour trouver une solution. Et ça marche. 8 fois sur 10, le harcèlement s'arrête. Et si la situation est plus complexe, que les actes d'agression sont forts, quelles que soient les mesures entreprises, il est indispensable que les harceleurs puissent avoir un accompagnement, notamment psychologique, car l'exclusion et les sanctions ne permettront pas de résoudre ces problèmes. Rien ne l'empêchera de recommencer, d'avoir des comportements encore plus préjudiciables pour lui-même comme pour les autres. Il est donc indispensable que les harceleurs, comme les personnes harcelées, puissent avoir accès à des référents spécialisés. D'autant que, je le rappelle, de nombreux harceleurs ont pu subir ou subissent encore des violences. Ajoutons que les processus de responsabilisation, issus des courants de justice transformatrice, peuvent être extrêmement inspirants et potentiellement efficaces pour qu'un harceleur change. Le processus permet de leur apprendre à maîtriser des scénarios alternatifs à la violence, comprendre des modes de fonctionnement mutuels et équitables qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors, leur transmettre des compétences socio-émotionnelles. Cela peut permettre de résoudre les problèmes de fond des offenseurs afin que tout ceci ne se reproduise plus. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur ce dispositif via cet article de V6. Vis-à-vis des autres élèves. L'un des facteurs qui contribue à augmenter ou à diminuer les harcèlements vient du rôle des autres élèves qui ne sont pas directement concernés. Dans 85% des cas de harcèlement, d'autres élèves sont témoins des actes d'agression, mais ils ne vont pas nécessairement agir contre cela, notamment à cause de cet effet spectateur. Et cette absence de réaction engendre un cercle vicieux. On a là l'une des clés pour empêcher le harcèlement. Amener l'ensemble des élèves
à s'engager activement contre ce type d'intimidation. Pas seulement à travers des interventions de sensibilisation, mais en leur permettant de devenir actrices et acteurs dans la lutte contre le harcèlement, en facilitant l'émergence de normes prosociales, de coopération, selon une logique horizontale, ne partant pas vraiment des adultes, mais davantage des jeunes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Quest to Learn. Quest to Learn est une école publique de Manhattan qui a vu le jour en 2009 et qui a pour spécificité de rendre ludiques les activités et autres enseignements du collège. L'enseignement fonctionne selon une approche de game design, les apprentissages devenant des quêtes avec différents niveaux, des boss. En somme, comme dans un RPG. Dans cette école, les élèves sont partie prenante de la construction des programmes scolaires et de la façon d'y jouer, en toute égalité avec leurs professeurs. Ils peuvent décider de changer certaines politiques ou de mettre en place des initiatives. Toute l'équipe pédagogique encourage cet empuissantement, notamment en s'effaçant un maximum pour que les élèves puissent décider par eux-mêmes, en renonçant à cette image de chef de classe. Ils sont ainsi davantage dans un rôle de game designer, d'animateur, d'accompagnateur, de soutien. Le système de notes et de compétition entre élèves est aboli, remplacé par un système de level up, où chacun peut avancer à son rythme, sans être sanctionné en cas d'erreur. Les compétences extrascolaires sont valorisées, les compétences socio-émotionnelles et la psychologie sont partie prenante des programmes. Ainsi, toute la structure, les adultes, s'assurent que les besoins d'autonomie, de compétences et de proximité sociale soient bien nourris. Toute manœuvre de contrôle et d'autorité dominatrice étant contraire aux principes de l'école et à ses fins. Vous l'avez compris, on évite déjà pas mal de travers, notamment les modes d'apprentissage contrôlants, avec ici un cadre qui permet de répondre aux besoins des élèves, leur permet d'entrer pleinement dans les apprentissages. Vous trouverez d'autres articles à propos de cette école sur notre site, ou dans le livre de vie 6 en toute puissance, ainsi que d'autres exemples d'apprentissage. Les apprentissages, justement, parlons-en, car il y a une thématique qui va nous intéresser plus particulièrement, et c'est là où je voulais en venir. Le harcèlement scolaire, bien sûr. Pour faire cette quête, les élèves vont travailler en 5 étapes. Ils vont d'abord observer le phénomène, puis définir les problèmes et identifier d'autres problématiques. À travers cette recherche préalable, ils vont travailler en groupe, en essayant de retrouver les causes possibles du harcèlement, à coups de post-it. Puis, ils rassemblent leurs trouvailles avec l'ensemble de la classe, confrontent leurs idées, regroupent les éléments qui se ressemblent. Ils vont ainsi voir émerger différentes relations, telles que le rôle des élèves témoins, les différentes manifestations du harcèlement, les profils les plus souvent ciblés, etc. En gros, tout ce qu'on a vu ensemble jusqu'ici. Partant de là, et c'est la 4e étape, ils vont pouvoir rechercher des modèles et tendances, ce qui va peu à peu les amener à trouver des moyens de rompre un système qui leur apparaît désormais comme un cercle vicieux. Ils découvrent par exemple que plus il y a d'harceleurs et de victimes, plus cela fait boule de neige et génère de nouveaux harcèlements. Certains élèves harcelés se mettant à harceler à leur tour. 5e et dernière étape. Ils en viennent à l'identification des points sur lesquels ils peuvent agir afin de casser le système. Concrètement, ils vont par exemple prendre l'initiative de créer une sorte de pacte anti-harcèlement, à destination bien sûr des élèves, mais aussi les adultes, enseignants et autres personnels de l'école. Ils vont aussi organiser leur propre programme de sensibilisation auprès des classes plus jeunes, dans des établissements voisins. Cela est particulièrement efficace, car les plus jeunes vont ainsi être sensibilisés par des élèves de quelques années plus âgés qu'eux, ce qui aura un effet de mimétisme très puissant. Ce type d'approche est particulièrement efficace. Il permet d'amener les élèves à être actrices et acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire, en privilégiant leurs besoins à l'autonomie, à la compétence, à la proximité sociale, tout en développant leurs compétences socio-émotionnelles. Plus encore, cela leur permet d'aborder un phénomène social complexe, selon une approche rigoureuse, en partant d'observations, en formulant des hypothèses, en interrogeant des variables et en expérimentant concrètement avec des élèves plus jeunes qu'eux. Bref, on les initie aux sciences humaines et sociales, tout en nourrissant leurs besoins d'autonomie, leur créativité, et le tout de manière ludique. Franchement, c'est pas cool ça. Plus globalement, les études en psychologie sociale nous indiquent qu'impliquer les élèves de manière active et autonome permet de générer des normes sociales positives qui s'étendent de plus en plus aux autres élèves, ce qui permet de faire baisser les harcèlements de plus de 30%.
comparativement aux écoles qui ne mettent pas en place un tel dispositif. Ce n'est pas rien. L'équipe pédagogique. On parle beaucoup des élèves, au détriment des adultes. Et pourtant, on l'a vu, il y a des choses à mettre en place. Concernant les équipes pédagogiques, des pratiques ont été identifiées comme efficaces pour enrayer, tout du moins pour ne pas alimenter, les phénomènes de harcèlement en classe. Quand les adultes sont proactifs, c'est-à-dire quand ils réagissent immédiatement afin de ne pas laisser des moqueries, conflits entre élèves, s'installer et se banaliser en classe. Ce type de réaction de la part de l'enseignant aura notamment pour vertu d'enclencher un mimétisme chez les élèves, qui adopteront davantage la même attitude que lui. Quand les adultes se refusent eux-mêmes à participer à des humiliations scolaires, comme faire des remarques déplacées à des élèves, quand ils sont présents dans des espaces collectifs, dans la cour de récré ou à la cantine. Entendez par là qu'il ne s'agit pas ici pour eux de fliquer les élèves, il s'agit juste d'être présents pour répondre éventuellement à leurs besoins. Et enfin, quand ils découragent la compétition, ce qui passe notamment par éviter de faire en classe des comparaisons entre élèves. Alors oui, je vous vois venir, les équipes éducatives peuvent être très limitées, en raison de moyens dont elles ne disposent pas, ne serait-ce qu'en termes de temps. On est d'accord. Eh bien, justement, donner plus de moyens au global à l'école va de pair avec la lutte contre les violences scolaires. Cela implique davantage de formation des équipes éducatives. Grâce à cela, les enseignants peuvent se sentir plus en confiance quant à leurs propres actions et intervenir davantage. Cela peut aussi leur permettre de s'emparer de ces thématiques, car étant sur le terrain, ils sont les plus à même pour lancer des initiatives, à condition bien sûr que ces initiatives soient soutenues comme il se doit par l'institution, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le programme phare, des adultes peuvent devenir référents dans la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est très bien, mais il y a un hic. Ils ne disposent pas toujours d'un temps spécifique suffisant pour faire cela. Madame Aquilina est professeure d'anglais. Elle s'est portée volontaire pour faire partie des adultes référents du dispositif phare. C'est donc à elle que les élèves victimes ou témoins de harcèlement peuvent s'adresser en priorité à tout moment de la journée. Elle déplore que son investissement auprès des élèves n'ait pas plus de place dans ses journées. On n'a pas suffisamment le temps. Tout ce qu'on fait, c'est en plus de nos cours, ça va être à la récréation, entre deux portes. On n'a pas de réel moment à nous de régler les situations personnelles de harcèlement. Face à ce type d'impasse insensée, certains enseignants ne manquent pas de ressources pour traiter du harcèlement scolaire différemment, en intégrant par exemple cette problématique aux enseignements de leur propre discipline, comme durant les cours d'anglais ou en biologie. Ce qui vraiment va marcher, c'est d'intégrer cela à nos cours. What did you understand? Alors, c'est en anglais que Madame Aquilina a tenu à sensibiliser ses élèves au harcèlement scolaire. You've got no friends. Everybody hates you. I hope you die. Do you understand that? Yes. Did you hear some bad words? Something about the clothes. Le harcèlement scolaire est aussi abordé sous l'angle de la biologie, comme ici en cours de sciences naturelles. Preuve en image, avec une chouette. Et que fait tout le groupe? Il l'attaque parce qu'il est différent d'eux. Excellent. Ces initiatives sont à saluer, d'autant qu'elles peuvent être particulièrement efficaces. Mais il est encore dommageable qu'elles ne soient pas toujours soutenues et encouragées comme il se doit par l'administration. Des enseignantes et des enseignants font un travail exceptionnel, mais contre vents et marées. Et ce n'est pas normal, surtout quand on a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire l'une des priorités au niveau national. Les programmes de sensibilisation et de prévention. Cela peut sembler être une évidence, mais ça ne coûte rien de le rappeler. Nous avons besoin de sensibilisation et de prévention. On sait qu'un programme efficace peut faire diminuer le harcèlement de plus de 20% dans les écoles. Là encore, ce n'est pas rien. Cela s'observe d'ailleurs très bien en Europe, puisque les pays où la prévalence des harcèlements sont les plus faibles, soit principalement les pays scandinaves, sont les pays qui ont mis en place très tôt des programmes complets de prévention. Programmes qui s'appuient sur des bases scientifiques. Là-dessus, la France a énormément de retard. Le dernier programme, initié en 2021, est le programme phare. Certains dispositifs de ce programme sont tout à fait cohérents avec les acquis d'autres pays plus avancés que nous en la matière.
mais nous ne disposons pas encore d'évaluation complète concernant ce programme précis. Alors, plutôt que de porter focus sur le programme phare, je vais plutôt essayer de résumer ce que l'on sait quant à l'élaboration d'un programme de sensibilisation efficace. Les interventions de sensibilisation à l'école sont particulièrement efficaces chez les élèves en primaire et au début du collège, en portant une grande vigilance sur la tranche d'âge 9-11 ans, âge qui correspond au pic des harcèlements à l'école. Attendre le milieu du collège pour enclencher de tels dispositifs n'est donc pas approprié. Les interventions les plus efficaces misent sur le regard que les jeunes portent sur eux-mêmes, sur leur comportement et les normes sociales de l'environnement. Concrètement, il peut s'agir de valoriser les comportements prosociaux et anti-harcèlement, et opter pour des formats ludiques comme des jeux de rôle. L'illustration de Quest to Learn est une bonne source d'inspiration, car elle coche tout cela. Ces interventions sont à penser sur le temps long. Il ne sert à rien de se contenter d'une seule journée de sensibilisation. Il vaut mieux préférer plusieurs petites interventions tout au long de l'année, avec des objectifs clairs et parcimonieux, plutôt qu'une grosse session de sensibilisation à un instant T, regroupant d'un coup toute une série d'objectifs disparates, noyant les élèves dans des informations qu'ils ne pourront pas internaliser. Il est important que les élèves se sentent actifs dans la lutte contre le harcèlement. Pour cela, il est possible de leur proposer de devenir référents, ce qu'on peut retrouver dans le programme phare, ou encore donner davantage de latitude à l'ensemble des élèves, afin qu'ils produisent eux-mêmes leurs propres activités et opérations de sensibilisation. Les jeunes sont bien plus à même que nous à savoir comment s'adresser à leurs pairs. Là-dessus, c'est nous qui avons tout à apprendre. Faisons-leur confiance. L'idée de mettre en place des interventions visant à développer les compétences socio-émotionnelles chez les mineurs, telles que l'empathie, n'est pas une mauvaise idée, puisque cela peut participer à abaisser les comportements de harcèlement ainsi que la victimisation. Cependant, cela ne peut pas être fait n'importe comment ou par n'importe qui. La formation de compétences psychosociales implique des personnes bien formées, selon une démarche claire et surtout scientifiquement valide. Pourquoi je précise cela ? Par prudence. Il faut faire attention à ne pas laisser n'importe qui animer ce type d'intervention sur l'empathie. Sinon, on risque de se retrouver, comme c'est déjà le cas dans le monde de l'entreprise, avec des intervenants aux approches douteuses, pseudo-scientifiques, avec parfois des dérives type New Age. Donc, oui pour ce type d'intervention, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Avec des gens formés, sérieux, comme des psychologues scientifiques ou des éducateurs spécialisés par exemple. Axer les sensibilisations sur le seul harcèlement n'est pas suffisant. Parallèlement à des interventions contre ce phénomène, d'autres points d'entrée peuvent être particulièrement efficaces pour réduire les violences, à commencer par des interventions ou dispositifs qui visent à déconstruire les stéréotypes de genre, pas seulement pour les mineurs, mais aussi pour le personnel éducatif. Cela implique aussi de dépasser les clivages politiques et autres paniques morales du moment, afin de permettre enfin une véritable sensibilisation aux questions de sexualité et d'identité de genre. Car là encore, de nombreux harcèlements scolaires reposent sur des préjugés sexistes et LGBT-phobes. Enfin, la lutte contre le harcèlement scolaire implique une prise de recul sur l'école en général, car celle-ci contient en son sein différentes contradictions, via des modes répressifs, compétitifs, contrôlants. Comment peut-on attendre des élèves qu'ils développent leur empathie, leur prosociabilité, si en même temps, tout est fait pour encourager à la compétition, à la comparaison des uns envers les autres? Comment peut-on lutter contre le harcèlement scolaire si en même temps, des adultes s'autorisent à l'humiliation en classe? Ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, la psychologie peut nous aider à envisager des modes d'apprentissage non contrôlants, qui favorisent l'autonomie et qui permettent de réduire fortement les tensions à l'école. Favoriser l'autonomie des élèves pour lutter contre le harcèlement scolaire. Mettre en place un cadre favorisant l'autonomie est sur bien des points assez facile à initier. Si on est enseignant, on peut dans un premier temps voir dans le cadre contrôlant l'exemple à ne pas suivre, car il sape les besoins fondamentaux des élèves. Soit monopoliser les supports d'apprentissage, comme le fait de ne pas mettre à disposition facilement des ressources pédagogiques. Donner aux élèves trop peu de temps pour travailler de manière autonome à la résolution d'un problème. Être dans l'injonction, avec des formulations comme « il faut »,« tu dois », etc.
de ne pas permettre aux élèves de répondre à leurs besoins physiologiques, comme empêcher aux élèves d'aller aux toilettes, de boire de l'eau, de garder des vêtements chauds en classe, comme son blouson en hiver, si la salle n'est pas assez chauffée. Former, encourager et nourrir des buts via un système exclusif de récompenses et de punitions. Avoir recours aux sanctions. Tout miser sur la performance, c'est-à-dire sur les résultats et non sur la maîtrise d'une compétence. Mettre en compétition des élèves, notamment via des évaluations. Réaliser les enseignements de manière verticale, sans accorder d'écoute et de confiance aux élèves. Ne pas expliquer le pourquoi des règles et des normes, leur sens, leur utilité sociale, leurs raisons objectives, voire même subjectives quand c'est le cas. Je n'ai pas fait le tour, loin de là, mais je pense que vous voyez déjà le problème. On retrouve différents de ces points actuellement dans nos écoles. Faire cela est le meilleur moyen de saper la motivation des élèves quant à leur apprentissage, à augmenter leur stress, les risques de décrochage, à augmenter les tensions en classe, dont le harcèlement scolaire. À l'inverse, certaines dispositions vont davantage privilégier l'autonomie et donc participer à réduire les violences, tout en augmentant considérablement la motivation des élèves quant à leur apprentissage. Être à l'écoute des élèves, leur donner l'occasion de s'exprimer, de permettre des commentaires, questions, qu'ils puissent prendre des décisions dans les activités, qu'ils puissent changer leur structure, leur apporter des feedbacks informatifs afin qu'ils puissent s'améliorer, non centrés sur l'ego ou la comparaison sociale, sans que cela passe par des évaluations notées. Encourager les efforts, reconnaître les difficultés des élèves, leur point de vue, c'est-à-dire prendre en compte ce qu'ils ressentent quand ça ne va pas, s'adapter à eux, éviter des formulations contrôlantes, comme « il faut »,« tu dois », en préférant plutôt des expressions qui ouvrent les possibilités d'action, comme « tu pourrais », « il est possible de ». Cela peut paraître très simple, mais vous n'avez pas idée comme cela peut faire une grande différence. Fournir des explications claires, sensées, cohérentes, utiles socialement et rationnelles, surtout sur les règles et les normes. Ne pas condamner la prise d'initiative, privilégier un modèle horizontal, autogouverné. Là encore, je ne vais pas faire le tour. Vous retrouverez sur notre site et dans le livre de vie 6 différents points qui peuvent aider à favoriser l'autonomie à l'école. Et si vous trouvez cela encore trop abstrait, que vous avez besoin d'illustrations concrètes, eh bien, nous en avons déjà vu une. Quest to Learn est un excellent exemple de mode d'apprentissage qui soutient l'autonomie. J'ai voulu parler du harcèlement scolaire selon différentes raisons et motifs. En tant que vulgarisatrice de psychologie sociale notamment, je voulais faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui de ce phénomène, des malentendus, des idées fausses qui peuvent circuler et des différentes voies possibles pour essayer de le prévenir. Plus globalement, je voulais rendre compte du fait que le harcèlement scolaire dépasse largement le cadre scolaire. Il interroge nos structures, il interroge notre manière d'intérioriser des injonctions, des normes que nous reproduisons et parfois très tôt. La manière dont les adultes perçoivent les mineurs, ceux-ci n'étant pas toujours écoutés, respectés et même parfois humiliés. La manière dont des stéréotypes, des préjugés infusent chaque strate de la société et où l'école, contrairement à ce qu'on croit, n'est en rien un sanctuaire, n'est en rien séparé de tout cela. En somme, je crois qu'il est important de dépasser les visions réductrices du harcèlement scolaire, réduit au seul harceleur et harcelé, et où finalement les comportements préjudiciables seraient perçus comme le signe d'un manque de maturité des plus jeunes, alors qu'il s'agit là d'un miroir de notre monde, de nos règles du jeu, le monde des adultes. Mais il y a aussi d'autres raisons, plus personnelles, qui m'ont amené à parler de ce sujet. En tant qu'élève, j'ai été harcelée durant ma 6e et une partie du collège. En tant qu'enseignante, j'ai fait l'expérience de la grande difficulté qu'il y a à essayer de faire changer les choses de l'intérieur, où on se sent souvent bien seul, peu soutenu, voire pas du tout soutenu, avec des facteurs structurels qui empêchent bien souvent des changements profonds. Là-dessus, j'admire les enseignantes et les enseignants qui font déjà tant avec si peu, contre vents et marées. En tant que parent
j'ai pu voir se dessiner un véritable mur entre les parents d'élèves, les équipes éducatives, avec la grande difficulté à communiquer, à faire remonter des problèmes et à chercher des solutions collectivement. Ces 3 perspectives font que je me sens vraiment concernée par ces sujets. Mais cela étant dit, qu'on ait connu du harcèlement ou non, qu'on soit parent ou non, qu'on soit lié ou non dans des équipes éducatives, je crois finalement que le harcèlement scolaire concerne tout le monde. Pour conclure cette vidéo, je voudrais m'adresser aux personnes harcelées ou anciennement harcelées, car je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder ceci. À toi donc, qui est harcelé, qui a été harcelé, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas de ta faute. Ce que tu vis, ce que tu as vécu, ne détermine en aucun cas ce que tu vivras, ne détermine en aucun cas qui tu es. Même si tu as l'impression d'être dans une impasse sans voie de sortie, je t'assure que ça ne va pas durer. Si tu n'arrives pas à en parler, rien ne t'oblige à le faire directement. Tu peux, dans un premier temps, l'écrire uniquement pour toi, et après peut-être envisager de le partager à des proches, à un ami, comme tu le sens. Je sais que tu peux parfois avoir l'impression de manquer de motivation, d'énergie, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, quelqu'un qui manquerait de volonté, de courage. Au contraire, je suis sûr qu'avec le temps, tu découvriras des ressources que tu n'imaginais même pas. En attendant, ne sois pas trop dur avec toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi le problème. La seule responsabilité qui nous incombe à tous, quelle que soit notre position ou notre rôle, c'est de tout faire pour ne pas reproduire les mécaniques de ces modèles destructeurs et tout ce qui rend cela possible. Et ça, on peut le faire.